Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être fidèles au rendez-vous de l'information sur LCF. La communauté internationale célèbre ce 22 juillet les travailleurs domestiques au Togo. Plusieurs activités ont marqué cette journée. La population d'Avepozoué de ses environs peut désormais pousser un ouf de soulagement. La compagnie énergie électrique du Togo vient d'ouvrir une agence dans la localité. Voilà donc pour l'essentiel de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La sécurité environnementale dans le golfe de Guinée au cœur d'un symposium qui réunit du 22 au 25 juillet les acteurs civils et militaires béninois et togolais. Il s'agira en fait de créer un cadre de coopération qui devra permettre aux civils de mieux comprendre les opérations militaires, mais aussi permettre à ces militaires de mieux comprendre les défis que représente la sécurité environnementale au plan local et régional. Norbert Dansou. Intégrité des sols, gestion des déchets marins ou encore changement climatique, la problématique de la recherche d'une meilleure sécurité environnementale ne s'est jamais autant posée et interpelle toutes les nations. Avant-gardistes, le Togo et le Bénin entendent prendre les taureaux par les cornes et visent juste à travers ce symposium qui réunit les acteurs concernés des deux pays. La sécurité environnementale est devenue une très grande préoccupation et nous avons estimé que ce symposium nous permettrait justement d'essayer de trouver, de réfléchir aux solutions idoines pour essayer de constituer dans la sous-région une petite structure qui va certainement s'élargir pour prendre en considération vraiment les problèmes qui se posent. Ce qui se passe dans nos pays africains, les gens se plaignent, les gens déplorent, mais on ne progresse pas dans des actions concrètes qui permettent à nos populations de voir les progrès accomplis. Alors par rapport à ce symposium, avec mon collègue du Togo, nous avons envisagé comment rapidement nous allons continuer à nous voir. Et ces questions qui se posent aujourd'hui, je pense que d'ici à là, nos populations vont comprendre l'effort de nos deux gouvernements pour pouvoir faire des progrès. Cette rencontre jette ainsi les bases d'une coopération qui se veut solide et durable sur la sécurité environnementale dont les enjeux se situent à plusieurs niveaux. Le premier point, c'est le risque relié justement à l'érosion côtière. On l'observe en tout cas dans la plupart des pays du golfe de Guinée jusqu'en Afrique centrale, des avancées ou des reculs du trait de côte de plusieurs dizaines de mètres chaque année. Deuxième élément important relié à la sécurité environnementale, c'est celui relatif à l'exploitation, à l'exploration des hydrocarbures. Un autre élément particulièrement important qu'il faut regarder aussi, c'est les effets des changements climatiques sur la sécurité environnementale et les problèmes de sécheresse. Les problèmes de sécheresse dus aussi au changement climatique. Personnel civil et militaire du Togo et du Bénin, ces acteurs vont être formés aux meilleures techniques américaines en matière de protection de l'environnement sous toutes ses formes, en vue de faire face aux catastrophes liées à la sécurité environnementale. Une rencontre rendue possible grâce au soutien technique et financier du Programme des Nations Unies pour l'environnement et Africom, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis au Togo. Aujourd'hui, 22 juillet, la communauté internationale célèbre la journée internationale des travailleurs domestiques. Pour marquer l'événement, l'agence Welcome, en partenariat avec WOW Afrique, Odos et Asmen, ont organisé une journée de réjouissance et de réflexion à l'endroit des domestiques du Togo. Cette journée a été placée sous le thème « Comment assurer une meilleure couverture sociale aux travailleurs domestiques ». Gloria Anani a été échoée. C'est dans cette ambiance de joie et de fraternité que ces travailleurs domestiques ont choisi de célébrer la journée qui leur est dédiée. Oui à la couverture sociale des travailleurs domestiques et à la Convention internationale 189 de l'OIT, c'est le plaidoyer de ces hommes et femmes de maison en cette 8e édition de leur journée, placée sous le thème « Comment assurer une couverture sociale aux travailleurs domestiques ». Vous savez, la Convention internationale sur les travailleurs domestiques a été adoptée le 16 juin. Et depuis, nous tardons à ratifier cette convention. Or, il y a beaucoup de pays qui l'ont déjà fait, mais des efforts sont en train d'être menés. On se rend compte pour voir l'application, comment appliquer cette convention au niveau de notre pays. Vous savez, il y a beaucoup de détails qui sont dans cette convention qui, si on ne comprend pas, ça laisse à croire qu'on ne peut pas l'appliquer au Togo. Or, tout est possible. Journée de fête, mais aussi de réflexion.
Ces travailleurs ont suivi une conférence sur les prestations de l'INAM et de la Caisse nationale de sécurité sociale, ceci pour les éclairer sur les conditions d'accès à une protection sociale. Il y a deux choses essentiellement qui dérangeaient les gens dans l'application de cette convention internationale. Il y a le SMIC qui était contenu dans la convention. Les gens se disaient non, c'est pas possible, on ne peut pas payer 35 000 francs aux travailleurs domestiques. On a expliqué qu'en réalité, c'est un complément de salaire. Et donc là, c'était réglé et il restait la couverture sociale. Et c'est là où nous avons démontré aujourd'hui que là aussi, c'est un obstacle, mais en réalité, ça ne constitue pas un obstacle parce que l'INAM vient d'accepter qu'on peut aussi couvrir les travailleurs domestiques. Une initiative porteuse d'espoir pour les concernés. Des fois, on suit certaines séances et bon, on ne tient pas compte de ce qu'on a dit. Si ça peut tenir compte de ce qu'on a dit, ça va nous aider beaucoup, ça va améliorer notre condition de travail, puisque nous, les domestiques, nous n'avons même pas droit à la parole. Welcome nous aide à faire beaucoup de choses. Grâce à Welcome, nous sommes bien aujourd'hui. Le travail domestique est l'un des métiers à risque qui expose le travailleur à toutes sortes d'abus. Un défi reste donc à relever, rendre ce secteur beaucoup plus formel. La compagnie énergie électrique du Togo, décidée à desservir sa clientèle des zones et localités éloignées du centre-ville, vient d'ouvrir une agence à Avepozo. Cette agence va offrir presque les mêmes services que l'agence mère, services clientèle, facturation, branchement et autres. L'agence T Avepozo prend le relais de l'agence Lomé-Port. Ashtamadjom, Alphonse Pitassa. Adamavo, Pogan, Agbata, Avepozo, voilà quelques-unes des nombreuses localités que va desservir désormais cette nouvelle agence CET Lomé Avepozo. Dans sa recherche permanente de la proximité clientèle, la compagnie énergie électrique du Togo installe cette nouvelle agence à Avepozo pour se rapprocher de ses clients qui, pour bénéficier de ses services, devaient parcourir des kilomètres jusqu'à l'agence Lomé-Port. L'ouverture d'une agence, une nouvelle agence répond à une seule préoccupation, celle de rapprocher nos services à la clientèle. Et dans cette optique, nous avons une stratégie que nous sommes en train de développer. Alors, nous avons auparavant ouvert un espace commercial Zoroba. Et cet espace commercial, déjà, nous sommes en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure l'espace commercial peut être transformé en agence, vu déjà l'ampleur des demandes. À peine installée et déjà opérationnelle. Pour cette population qui n'avait que pour seul choix l'agence Lomé-Port ou descendre en ville, c'est une satisfaction. Aujourd'hui, nous avons eu une grande chance que ce que nous cherchions des années est maintenant à côté. Donc c'est une grande joie pour nous et pour ma population aussi. Nous ne pouvons que remercier la CET pour l'ouverture de cette agence dans notre localité. Avant, c'était vraiment difficile pour nous. On allait jusqu'en ville. Nous sommes très heureux car désormais, c'est facile. Tout comme ces autres agences, CET Avepozo offre tous les services possibles à la clientèle. Tous les services que nous offrons à la direction générale peuvent se retrouver ici. Le paiement des factures, l'élaboration des devis, le paiement des devis, les branchements, les pannes éventuelles peuvent donc être fournis à l'agence d'Avepozo. Cette cérémonie d'inauguration était aussi l'occasion pour l'association togolaise des consommateurs de féliciter la CET dans son effort de proximité de la clientèle et l'encourager à étendre son réseau de branchement aux zones périphériques. L'ouverture très prochainement de l'agence de Kégué portera à 11 au total le nombre des agences à Lomé. Nous sommes presque à la fin du mois de jeûne de Ramadan et le Ramadan rime généralement avec les friandises à offrir à sa belle famille. Comme une map, les soukar ou corps, cette pratique est devenue aujourd'hui une obligation pour les femmes mariées. Il faut dire que les jeunes filles célibataires se jettent aussi dans cette course pour faire plaisir aux futurs beaux-parents. Direction le Sénégal pour ce reportage présenté par Jacques Pekamsi. Offrir cadeaux et friandises à sa belle famille pendant le Ramadan, une tâche peu aisée pour certaines femmes mariées. Cette tradition sénégalaise appelée Soukaroukour a créé encore des rivalités entre coépouses et entre belles familles. La plus offrante est souvent la plus choyée par la belle famille.
Tout dépend de la situation financière de la belle-fille. En plus, si tu as une belle-mère très gentille, il ne faut pas léser sur les moyens. Tu peux par exemple préparer des méchouis, offrir des tissus ou beaucoup d'argent, et ça vaut le coup. Moi, je n'ai pas assez de moyens pour acheter cash des cadeaux pour ma belle famille. Mais je fais quelques épargnes avant le ramadan. Et le moment venu, j'offre à ma belle famille des présents sous forme de tissu ou autre. Cette pression sociale a poussé les femmes à des extrêmes. À la place du sucre conformément à la tradition, aujourd'hui c'est par de l'or, des tissus ou de l'argent qu'il faut s'attirer les faveurs de sa belle famille. Si tu en as les moyens, tu offres des cadeaux à la belle famille, sinon tu laisses tomber. Si tu décides de le faire, ce n'est pas la peine d'aller fatiguer les autres ou emprunter à gauche et à droite sans pouvoir rembourser ou payer plus tard. J'ai reçu beaucoup de cadeaux de mes belles-filles. C'est une pratique que je salue. Cependant, je conseille à celles qui ne peuvent pas beaucoup offrir de ne pas s'en vouloir. Les temps sont durs. Malgré les conditions de vie difficiles de certains couples, le souk Karoukour est devenu un engrenage infernal pour les Sénégalaises qui cherchent à faire plaisir à tout prix à l'entourage de leur conjoint. L'Indonésie a un nouveau président, son nom Joko Widodo, ancien gouverneur de Jakarta. Cet homme venu de milieu modeste a remporté la présidentielle avec 53% des voix. Qui est Joko Widodo? Élément de réponse dans ce reportage. Il a le sourire de ceux qui croient à demain. Son ascension a été fulgurante. Joko Widodo n'était pourtant pas promis à un tel avenir. L'homme a grandi dans une cabane de bambou au bord d'une rivière sur l'île de Java. Fils de charpentier, celui que l'on surnomme Jokowi a longtemps vendu des meubles. Il ne se lance en politique qu'en 2005. Il devient maire de Solo, petite ville de Java. Il rompt avec le style de ses prédécesseurs en allant sur le terrain et multipliant les projets de logement pour les plus pauvres. En 2010, il est réélu maire avec un score soviétique, 91% des voix. Nous voulons une Indonésie meilleure. Nous voulons que tous les Indonésiens soient en bonne santé. Nous voulons que notre peuple soit éduqué et civilisé. Fort de cette expérience réussie à Solo, l'homme, plutôt charismatique, est propulsé gouverneur de Jakarta en 2012. Il inaugure le métro de la ville, fait face avec brio à de graves inondations, donne des cartes d'accès aux soins et à l'éducation pour les plus démunis. Il y a eu une énorme différence avant et après la venue de Jokowi. Il n'a été à Jakarta que 2 ans, mais la ville a vraiment beaucoup changé. À 53 ans, il est aujourd'hui le premier président issu d'un milieu modeste, rompant ainsi définitivement avec le régime autocratique du passé. Ses priorités n'ont pas changé, aide aux plus pauvres et lutte contre la corruption. Le seul reproche que lui font ses détracteurs, son manque d'expérience en politique. En Irak, depuis l'instauration du califat à Mossoul, les chrétiens sont persécutés. Autrefois estimés à 35 000, aujourd'hui, il n'y a désormais plus aucun. La plupart ont trouvé abri dans certaines villes saintes du pays. Ce petit sigle peint en rouge sur le mur de cette maison indique qu'ici vivaient des chrétiens. Un symbole de persécution qui en rappelle d'autres dans l'histoire. Mossoul, une ville tombée aux mains des djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant, en juin dernier, est contrôlée depuis par ses combattants. On les voit ici assurer la circulation et au passage la distribution du Coran. Des chrétiens sommés de se convertir à l'islam ou de payer un impôt religieux pour avoir la vie sauve. Certaines églises ont été murées pour les protéger, d'autres déjà détruites, à l'image de celle-ci lors des premières attaques djihadistes en 2013. Une ville désertée depuis par les chrétiens. Les voitures ont été confisquées, les maisons ont été confisquées. Il y a eu, selon les témoignages d'une dame très âgée, elle a dit « Je veux être martyre pour mon Christ et je ne veux pas renier ma foi ». Notre famille, une dame avec 2 filles et 2 garçons, elle a eu peur, elle a déclaré, elle est devenue musulmane. Des chrétiens qui ont tout laissé et fui en masse aux premières heures des combats vers Bagdad au sud ou au Kurdistan plus au nord. Plus étonnant, certains ont été accueillis dans les villes saintes chiites de Karbala et Najaf que leurs représentants religieux proches de l'Iran ont déclarées ouvertes aux chrétiens.
Mais la grande majorité d'entre eux a préféré fuir à l'étranger. Ils étaient 1,5 million en 2003, ils seraient aujourd'hui à peine 150 000. Une communauté chrétienne, pourtant installée en Mésopotamie depuis le 1er siècle après Jésus-Christ, qui vit aujourd'hui dans la peur d'une victoire totale des troupes djihadistes d'Al-Baghdadi, l'autoproclamé calife du nouvel État islamique irakien. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. À très bientôt.